Salut à tous. Je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, et je vous parle depuis Rennes, en Bretagne. Si vous connaissez un peu la ville, vous savez comme elle est vivante. Un mélange parfait entre les vieilles pierres pleines d'histoire et une énergie jeune, tournée vers l'avenir. C'est ma ville, je l'adore. Aujourd'hui, ma vie est plutôt stable. Je suis chef de projet dans un grand groupe immobilier, un poste que j'aime, qui me challenge et qui paie bien mes factures. J'ai mon appartement, mes amis, mes habitudes, une vie normale, en somme. Mais le chemin pour en arriver là, il a été tout, sauf un long fleuve tranquille. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une injustice, d'une longue attente, et d'une vengeance qui, je dois l'avouer, a été l'un des plats les plus savoureux que j'ai jamais goûté. Pour bien comprendre, il faut remonter environ 8 ans en arrière. J'avais 20 ans, je sortais d'une première année de fac de lettres qui avait été une catastrophe monumentale. J'étais perdue, complètement démotivée, et je passais mes journées à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. C'est à ce moment-là que mon beau-père, Marc, est intervenu. Marc, c'est le mari de ma mère depuis que j'ai 10 ans. Ce n'est pas mon père biologique, mais dans les faits, c'est lui qui m'a élevée. C'est un homme droit, un artisan dans l'âme, avec des mains en or et des principes en béton armé. Le genre d'homme qui vous apprend que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses diplômes, mais à sa parole et à la qualité de son travail. À l'époque, il était chef de chantier dans une petite boîte de rénovation qui commençait à se faire un nom à Rennes, Éco-Bâti Rennes. Leur créneau, c'était la rénovation écologique, un marché porteur. En me voyant traîner ma peine, Marc m'a fait une proposition. Écoute Alice, au lieu de te morfondre sur ton canapé, viens bosser avec moi cet été. Ça te fera prendre l'air, tu gagneras un peu d'argent, et tu verras ce que c'est, la vraie vie. L'idée de passer l'été à faire des photocopies ne m'enchantait pas, mais je n'avais pas de meilleure option. J'ai accepté. Et contre toute attente, j'ai adoré. J'étais à l'accueil, je gérais les plannings, je répondais aux clients, je commandais du matériel. J'étais le couteau suisse du bureau. J'apprenais à une vitesse folle, et surtout je me sentais utile. À la fin de l'été, quand Marc m'a demandé ce que je comptais faire, j'ai répondu sans hésiter. Je reste. L'idée de retourner à la fac me paraissait fade à côté de cette effervescence. J'avais trouvé ma voie, ou du moins, le début d'un chemin. C'est là que le deuxième personnage principal de cette histoire entre en scène. Le patron. Monsieur Dubois. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait une forte impression. La cinquantaine charismatique, costume bien coupé, poignée de main ferme, sourire ultra bright. Il vous parlait de l'entreprise, comme de sa deuxième famille. Il adorait utiliser des mots comme bienveillance, esprit d'équipe, l'humain au cœur du projet. Sur le papier, c'était le patron idéal. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour voir les fissures derrière la belle façade. Dubois était un contrôle-en-nez, un micromanager qui ne supportait pas qu'on remette en question son autorité, même sur des détails techniques qu'il ne maîtrisait pas. Son esprit de famille s'arrêtait net là où commençait sa marge bénéficiaire. Et ça, Marc allait l'apprendre à ses dépens. Environ 4 mois après mon embauche définitive, on travaillait sur un gros chantier, la rénovation d'une belle maison bourgeoise près du parc du Tabor. Les clients étaient exigeants et avaient un budget confortable. Ils voulaient le meilleur, notamment en termes d'isolation. Marc, en bon professionnel, avait sélectionné un nouvel isolant biosourcé, un peu plus cher que la laine de verre habituelle, mais beaucoup plus performant et écologique. Le client avait validé le devis, tout était en ordre. Sauf que Dubois, en vérifiant les commandes, a vu la ligne de dépenses. Et il a pété un câble. Un matin, il a débarqué dans le bureau, le devis à la main. J'étais à mon poste, à quelques mètres de là. Je pouvais tout entendre. « Marc, c'est quoi ça ?» a-t-il lancé, la voix sèche. Marc a expliqué calmement son choix technique, l'accord du client, les bénéfices à long terme. La réponse de Dubois était cinglante. « Je me fiche de l'accord du client. On aurait pu mettre le matériau standard et empocher la différence. C'est moi qui décide, pas toi. Tu es en train de saper mon autorité. » Marc est resté droit. Je n'oublierai jamais son calme face à la colère de l'autre. « Monsieur Dubois, mon travail, c'est de satisfaire le client et de livrer un chantier impeccable. Pas de gratter 3 francs 6 sous sur leur dos en rognant sur la qualité. C'est une question de réputation. » Notre réputation. C'était la phrase de trop. Le visage de Dubois est devenu rouge brique. Il a pointé la porte d'un doigt tremblant. « Ta réputation ?
C'est MON entreprise, MON argent, MA réputation. T'as fini de jouer les grands seigneurs? Prends tes affaires. T'es viré. Dégage. Le silence qui a suivi était assourdissant. Viré. Sur le champ. Pour une histoire d'isolant. Pour avoir bien fait son travail. J'étais tétanisée sur ma chaise. J'ai vu mon beau-père, cet homme que je respectais plus que tout, se faire humilier publiquement comme un malpropre. Il n'a pas dit un mot. Il a hoché la tête, a fait demi-tour, est allé à son bureau, a pris sa sacoche et la photo de ma mère qui était posée dessus. En passant devant moi, nos regards se sont croisés. Il y avait de la tristesse, mais surtout de la dignité. Il m'a fait un minuscule clin d'œil, presque imperceptible, avant de franchir la porte pour ne plus jamais revenir. Moi j'étais coincée là, le cœur battant à tout rompre, un mélange de rage et d'impuissance qui me brûlait la gorge. Après le départ de Marc, une chape de plomb s'est abattue sur le bureau. Personne n'osait lever la tête. Dubois paradait, comme un coq qui vient de gagner un combat. Il n'a jamais fait le lien entre Marc et moi. On n'a pas le même nom de famille, et pour lui, je n'étais qu'une petite jeune que Marc avait embauchée. Une employée anonyme. Dans les jours qui ont suivi, j'ai hésité à démissionner. 1000 fois. Mais 2 choses m'ont retenu. D'abord, j'avais besoin de ce salaire. Et puis, Marc lui-même m'a conseillé de rester. Ne sacrifie pas ton avenir pour mes batailles, Alice. Reste, apprends tout ce que tu peux, et quand tu seras prête, tu t'envoleras. Ne lui donne pas cette satisfaction. Alors, je suis restée. Mais l'ambiance avait changé. C'était devenu un enfer, mais un enfer subtil, rampant. Dubois m'ignorait la plupart du temps, ou alors il me parlait sur un ton condescendant, comme si j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit. Mes fiches de paie comportaient systématiquement des erreurs, des heures supplémentaires oubliées, des primes qui n'arrivaient jamais. Chaque mois, je devais aller réclamer mon dû, ce qui me valait des soupirs agacés, comme si je demandais la lune. Les promesses de formation? Envolées. L'augmentation promise après ma période d'essai? Jamais mentionnée. J'étais devenue invisible, un fantôme dans l'entreprise. Le pire, c'était de voir le vrai visage du management de Dubois. Le fameux esprit de famille était une vaste blague. Il mettait ses employés en concurrence, critiquait les uns devant les autres, et n'hésitait pas à mentir aux clients sur les délais ou la qualité des matériaux pour sauver quelques euros. J'étais aux premières loges de cette hypocrisie. Je voyais les devis, les factures, j'entendais les coups de téléphone. J'emmagasinais des informations, je comprenais les rouages de ce business, ses bons et ses mauvais côtés. Pendant ce temps, à la maison, l'ambiance était lourde. Marc, à plus de 50 ans, avait du mal à retrouver un poste équivalent. Le coup avait été rude pour son moral et pour les finances de la famille. Chaque jour, ma rancœur envers Dubois grandissait. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était un feu qui couvait, patiemment. J'ai tenu comme ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi à serrer les dents, à faire mon travail le mieux possible, tout en sachant que je n'avais aucun avenir ici. Et puis, un jour, la roue a tourné. Parmi nos plus gros clients, il y avait un promoteur immobilier d'envergure régionale, Westimo Durable. Il nous confiait beaucoup de chantiers de rénovation pour leur parc locatif. J'étais souvent en contact avec leur coordinatrice de projet, une femme brillante et efficace nommée Hélène. Au fil de nos échanges, elle a commencé à remarquer mon organisation, ma rigueur. Elle voyait bien que j'étais souvent celle qui sauvait les meubles, quand Dubois ou ses autres chefs de chantier faisaient des erreurs. Un après-midi, au téléphone après que j'ai encore une fois démêlé un problème logistique complexe, elle m'a dit « Alice, vous êtes bien trop compétente pour rester assistante dans cette boîte. On a un poste de coordinatrice de projet junior qui s'ouvre chez nous. Vous devriez postuler. » Ce fut comme une décharge électrique. Une porte de sortie. Une véritable opportunité. J'ai passé la soirée à refaire mon cheveu. À rédiger une lettre de motivation enflammée. J'ai passé les entretiens, le cœur au bord des lèvres. Et j'ai eu le poste. Le jour où j'ai reçu l'appel de confirmation, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. J'allais enfin pouvoir m'échapper. Le lendemain, je suis entrée dans le bureau de Dubois, ma lettre de démission à la main. Il l'a lue, avec un air de surprise. Presque de mépris. « Westimo Durable » a-t-il ricané. « C'est une grosse machine, vous allez vous faire manger toute crue. Enfin, bonne chance, vous en aurez besoin. » Aucune gratitude pour mes 2 années de service, aucune question sur les raisons de mon départ.
Juste de la condescendance. J'ai souri poliment, les remercié et je suis sortie de son bureau. En quittant les locaux d'Ecobati pour la dernière fois, j'ai respiré l'air frais comme si je sortais de prison. À ce moment-là, mon plan n'était pas la vengeance. Mon plan, c'était de réussir. De lui prouver, et de me prouver à moi-même, qu'il avait eu tort sur toute la ligne. Les années qui ont suivi ont été intenses. J'ai travaillé comme une acharnée chez Westimo Durable. J'ai appris, j'ai gravi les échelons. Coordinatrice junior, puis confirmée, et enfin, chef de projet. 8 ans après avoir été viré comme un malpropre, mon beau-père Marc avait d'ailleurs monté sa propre petite affaire d'artisan, et ne s'en sortait pas si mal. Moi, à 28 ans, je gérais des budgets de plusieurs millions d'euros. Et l'une de mes missions principales était devenue la sélection des entreprises sous-traitantes pour nos chantiers de rénovation. C'est moi qui décidais qui allait travailler avec nous, qui allait avoir accès à nos projets lucratifs. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Un mardi matin, mon téléphone de bureau sonne. Numéro inconnu. Je décroche, d'une voix professionnelle. Alice Le Goff, Westimo Durable, bonjour. Au bout du fil, une voix mielleuse, faussement enjouée, que je reconnaîtrais entre mille. Bonjour Alice. Patrice Dubois à l'appareil, de la société Ecobati Rennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nous, nous avions eu l'occasion de travailler ensemble par le passé. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Un calme olympien s'est emparé de moi. Je n'ai rien laissé paraître. Oui, le nom me dit quelque chose, ai-je répondu d'un ton neutre. Il a enchaîné, expliquant qu'il avait vu que nous lancions un grand programme de rénovation dans le centre-ville et qu'il serait ravi de pouvoir présenter les compétences de son entreprise. Il a conclu en me proposant un déjeuner pour discuter de potentielles synergies. Je crois que j'ai souri. Une idée venait de germer. Avec plaisir, monsieur Dubois, ai-je dit. Je connais justement un excellent restaurant que j'aimerais beaucoup essayer. Ça vous irait? J'ai choisi l'un des plus chers de Rennes. Il a accepté avec empressement. Le piège était tendu. Le jour du déjeuner, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, juste assez pour qu'il ait le temps de s'installer et de commencer à s'impatienter. Je l'ai vu, assis seul à une table, l'air un peu nerveux, ajustant sa cravate. Il avait pris un coup de vieux. Le stress et l'incertitude avaient marqué son visage. Je me suis approchée, tout sourire. Monsieur Dubois, enchanté. Il s'est levé, m'a serré la main, m'a fait son grand numéro de charmeur. Le repas a commencé, et il a déroulé son argumentaire. Il a parlé de la qualité irréprochable de son travail, de son carnet de commandes, et surtout, et c'est là que j'ai dû me retenir de rire, de ses valeurs. Chez nous, Alice, l'humain est au cœur de tout. Je considère mes employés comme ma famille. La fidélité, la confiance, c'est la clé de la réussite. Je l'écoutais, hochant la tête, posant de petites questions innocentes. Ah oui? Et vous arrivez à garder vos bons éléments longtemps? C'est si difficile de nos jours. Nous avons commandé les plats les plus chers. Foie gras en entrée, Saint-Jacques en plat. Je savourais chaque bouchée, et pas seulement pour la qualité de la cuisine. Le moment que j'attendais est arrivé au milieu du plat principal. J'ai posé ma fourchette. C'est amusant que vous parliez de fidélité, ai-je commencé d'un ton léger. Parce que figurez-vous que j'ai travaillé pour vous il y a quelques années. Il a levé les yeux de son assiette, l'air surpris. Il a froncé les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Il ne se souvenait absolument pas de moi. Ah oui? Vraiment? A-t-il bafouillé, essayant de sauver la face. Bien sûr, Alice. Je l'ai laissé mariner. J'étais juste une petite assistante. Mais vous aviez un chef de chantier formidable à l'époque. C'est lui qui m'avait fait entrer. Un homme d'une grande compétence. Il s'appelait Marc. J'ai prononcé le nom doucement et j'ai observé sa réaction. Ce fut instantané. Un éclair de panique a traversé son regard. Son sourire crispé s'est figé. Il se souvenait. Oh oui, il se souvenait très bien de Marc. La couleur a commencé à quitter son visage. Il a compris qu'il y avait un problème. J'ai porté le coup de grâce. C'est mon beau-père, ai-je ajouté, en le regardant droit dans les yeux. Le silence qui a suivi était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Il a posé ses couverts. Il avait compris. Il savait pourquoi il était là. Pourquoi je l'avais laissé parler. Pourquoi j'avais accepté ce déjeuner. Tout son baratin sur ses valeurs, sur sa bienveillance. Tout ça venait de s'effondrer, face à la personne qui avait été le témoin direct de sa bassesse.
J'ai repris ma serviette, je me suis essuyé les lèvres délicatement, et j'ai rompu le silence avec la plus parfaite des voix professionnelles. Merci beaucoup pour ce déjeuner, monsieur Dubois, c'était vraiment délicieux. J'ai fait une petite pause. Malheureusement, pour en revenir à nos affaires, ma liste de prestataires est complète pour les années à venir. Et pour être tout à fait transparente avec vous, je privilégie des entreprises dont la fiabilité et la politique sociale sont irréprochables. J'ai marqué une dernière pause, en le regardant bien en face. Mais je garde votre carte, bien entendu. Au cas où. Le au cas où était la touche finale, le sel sur la plaie. Il savait, et je savais qu'il savait, que ce cas où d'eau n'arriverait jamais. Je me suis levée. Je vous laisse régler. J'ai une réunion. Excellente journée. Et je suis partie, sans un regard en arrière, le laissant seul avec l'addition, son humiliation, et les fantômes de ses propres décisions. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Patrice Dubois. Pas un appel, pas un email, rien. J'ai su plus tard, par des échos du secteur, que sa société, Ecobati, avait commencé à péricliter. Il avait raté le train de la rénovation écologique à grande échelle, celui que mon entreprise, Westimo Durable, menait à Rennes. Plusieurs de ses bons employés, lassés de ses méthodes, étaient partis. Ils s'étaient retrouvés coincés avec des petits chantiers, pendant que nous signions des contrats à plusieurs zéros avec ses concurrents plus sérieux. En ce qui me concerne, cette vengeance ne m'a rien coûté. Au contraire, j'ai agi de manière parfaitement professionnelle. J'ai écarté un fournisseur potentiellement problématique, ce qui est mon travail. La satisfaction personnelle n'était qu'un délicieux bonus. Le soir même, j'ai tout raconté à Marc en dînant. Il m'a écouté en silence, un petit sourire en coin. Quand j'ai eu fini, il n'a pas exulté. Il a juste hoché la tête et m'a dit « Tu as bien fait. Pas pour moi. Pour toi. » Et ce simple regard fier qu'il m'a lancé, c'était ma véritable récompense. Est-ce que je le referais ? Sans la moindre hésitation. Ce n'était pas une question de cruauté. C'était une question d'équilibre, de justice. C'était une façon de boucler la boucle et de montrer à quelqu'un qui se croyait tout-puissant que le monde est petit, et que les actions ont des conséquences, même des années plus tard. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas un grand éclat de colère. C'est un plat qui se mange froid, servi avec un sourire poli, dans un restaurant très chic que vous n'avez même pas eu à payer. Et c'est une leçon qui rappelle qu'il ne faut jamais, jamais sous-estimer la petite assistante silencieuse dans un coin du bureau. Elle pourrait bien un jour devenir la personne qui décidera de votre avenir. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.